Si, il est là. Ah, donc on est parce que là, dans l'administratif, ça ne peut pas être. Moi, je vais introduire CNRE à la droite du président. Ça va, voir. Ça va. Oui, mais ça m'étonne. Oui, c'est bon. Pardon, je m'appelle. Enfant, ça va? Ça va, vous chez bien. Parce qu'on a ça, les natifs appareils, on a besoin de beauté, tout dans ça. Après. Si je savais. Alors, mesdames et messieurs, comme vous pouvez voir, le président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo vient d'arriver où il va s'adresser à une bonne frange de la communauté ici à Bruxelles. Donc, nous sommes encore dans l'attente pour tout demain. Bienvenue à tous. On s'excuse pour ce retard qui nous a retenus pour des raisons tout à fait indépendantes de notre volonté. Sans tarder, on va commencer par l'hymne national et puis on va enchaîner avec l'hymne du parti. Et puis on va vous donner rapidement le programme. L'hymne national. Le groupe congolais. Debout, Congolais, unis par le sort, unis dans l'effort pour l'indépendance. Dressons nos fronts, longtemps courbés, et pour les bons, prenons le plus bel élan, dans la paix aucun pardon, par les labeurs, nous bâtirons un pays plus beau qu'avant, dans la paix citoyen. Entonnez l'hymne sacré de notre solidarité, fièrement saluer l'emblème d'or de notre souveraineté. Congo, nom béni, Congo, des aïeux, Congo, au pays, Congo, bien-aimé, Congo, nous peuplerons ton soleil, nous assurerons ta grandeur. 30 juin au doux soleil, 30 juin du 30 juin, jour sacré soit le témoin, jour sacré de l'immortel, serment de liberté, que nous léguons à notre postérité pour toujours. Début de partie. Union pour la démocratie et le progrès social, notre parti du peuple, parti de la majorité, Union pour la démocratie et le progrès social, notre parti du peuple,
Luttons pour la démocratie, la liberté, le pouvoir, sont l'émanation du peuple. Debout combattants de l'UDPS, luttons pour la démocratie, la liberté, le pouvoir, sont l'émanation du peuple. UDPS, 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 UDPS vaincra des nombres. UDPS, 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 UDPS vaincra. Est-ce que les gens vont attendre au fond là? Malheureusement, il y a le problème de obligatoire dans la Ténégana. Félicitations, papa Jean-Bert. Merci bien. Notre nous, ministre des Affaires étrangères. Voilà. Merci. On va voir où ça va commencer. Spécial. Mais oui, mais... Je ne sais pas. Je ne sais pas si on entend déjà, parce que ma voix à moi, elle n'est pas forte. Hein. S'il vous plaît. Encore une fois, on voudrait s'excuser pour le retard avec lequel nous commençons cette manifestation, cette rencontre. Nous vous avons convié à une rencontre avec notre chef, le nouveau président de l'UDPS, M. Félix Antoine Tshisekedi, que vous connaissez, qui n'est plus à présenter.
après le congrès dont vous avez tous entendu parler, il a été élu brillamment comme président, le nouveau président de l'UDPS. Et par la même occasion, dans le même temps, le Congrès l'avait désigné comme le candidat du parti pour l'élection présidentielle à venir. Pour son premier voyage en Europe en tant que président de l'UDPS, il a commencé par notre juridiction et nous en sommes honorés et flattés de cette marque de sympathie. Nous espérons que nous resterons toujours les vedettes de ces futurs voyages. Les choses ont été un peu faites dans la précipitation parce que le voyage ne va pas s'arrêter ici, il est long. Et donc nous n'avons pas eu le temps de trouver un cadre meilleur que celui-ci pour l'accueillir, pour vous accueillir et nous réjouir pour cet événement. On le fera à son retour parce qu'au retour de tout ce périple, il va repasser par ici. Et nous promettons qu'on fera mieux à ce moment-là. Et donc je ne vais pas monopoliser la parole. Il a voulu rencontrer non seulement les membres du parti, mais toute la communauté congolaise pour échanger essentiellement sur la situation de notre pays. Évidemment, la situation du parti sera épinglée au passage. Et sans trop monopoliser la parole, je vais lui donner la parole, Monsieur le Président. Merci. Bien. Ça va, là, on n'a pas de micro. Est-ce que vous m'entendez au fond de la salle? Ça va? Bonjour à toutes et à tous. Je vous remercie d'être venus nombreux, malgré le fait que l'invitation a été assez rapide, donc vous n'avez pas eu beaucoup de temps pour vous retourner. Encore une fois, nos excuses parce que nous étions de l'autre côté de la ville où j'avais des rendez-vous et le temps de tout traverser et d'arriver par ici, ça nous a mis en retard par rapport à l'heure du début de l'activité telle que c'était prévu. Aujourd'hui, je suis venu plus vous écouter vos préoccupations, mais évidemment, je ne vais pas commencer comme ça à vous donner la parole. Je vais un petit peu vous remettre dans le contexte de ce que j'ai dit hier lors du point de presse que j'ai tenu au Press Center de l'Europe, là, sur la rue Froissart, près du rond-point Schumann. Mon propos s'était axé sur 3 points. D'abord, j'ai parlé du parti, de l'État ou de la situation du parti après le Congrès. Ensuite, j'ai parlé du processus électoral et de sa situation aussi, son état actuel. Et enfin, j'ai parlé de la crise humanitaire que traverse notre pays, le Congo, et principalement une province qui nous est chère à tous, puisque c'est le Congo. Il s'agit donc de la province du Kasaï, qui vit un véritable drame en ce moment. Et donc au premier point, j'ai rappelé qu'il s'est tenu un congrès extraordinaire et historique du 30 au 31 mars dernier, dont le but était de remplacer ou de choisir celui qui remplacera notre leader emblématique et charismatique,
aujourd'hui décédé, Étienne Tshisekedi Wamulumba, pour ne pas le citer, dont la dépouille est encore ici en Belgique, pour des raisons dont on parlera si vous voulez après. Et donc, ce congrès historique, ce congrès extraordinaire, a réuni près de 1000 délégués. Des délégués qui sont venus de partout en République démocratique du Congo, preuve que l'UDPS est partout, est représenté en tout cas partout, puisqu'il y a du travail de réimplantation à faire à certains endroits où la dictature avait réussi à éteindre les activités du parti. Mais n'empêche, la fibre est là, l'esprit est là, les représentants sont venus de tous les coins de la République. Et ce congrès n'avait qu'un seul point à l'ordre du jour, c'était l'élection du président. Ensuite, séance tenante, une dynamique s'est développée dans la salle pour aussi statuer sur le problème du candidat du parti aux élections présidentielles. Ce qui fut fait également. Et depuis lors, le travail a commencé, un travail, vous pouvez vous l'imaginer, intense, mais un travail qui n'est pas impossible à donner des résultats. Comme vous le savez, j'avais fait de mon action, je l'avais résumé en 3 points, j'avais fait de cette action mes priorités, et ces priorités s'étalaient, comme j'ai dit, en 3 points. Donc il y avait l'unité du parti, que je trouve absolument essentielle pour pouvoir donner une impulsion, l'impulsion que je veux voir arriver à ce parti. Ensuite, il y avait l'organisation. Une fois qu'on a uni le parti, il faut l'organiser. Et enfin, on l'organise pour conquérir le pouvoir, ce qui est la mission de tout parti politique que l'on crée. Et a fortiori, la mission de l'UDPS, parti qui est né dans un contexte très hostile, pour ceux qui ne le savent pas, qui a évolué dans ce contexte-là, contre vents et marées, avec toutes les difficultés que beaucoup d'anciens que je vois ici connaissent, ont vécu dans leur chair. Et enfin, donc, la conquête du pouvoir, donc, pour relever le pays, le remettre sur les rails, parce que le Congo en a besoin. Le Congo est aujourd'hui au bord du gouffre, mais je sais que nous l'aimons tellement, et c'est d'ailleurs la preuve de votre déplacement. Le Congo qui a besoin évidemment d'un souffle nouveau. Et qui peut, mieux que l'UDPS, donner ce souffle, représenter cet esprit nouveau, parce que l'UDPS, comme vous le savez, n'a jamais été mêlé au sang qui a coulé dans notre pays, au pillage et à la prédation qui ont ruiné finalement ce pays. L'UDPS est un vent nouveau, un esprit nouveau. L'UDPS a des femmes et des hommes en son sein qui sont de grandes compétences, qui ont le même état d'esprit, c'est-à-dire celui d'instaurer un état de droit, celui de venir à la rescousse de nos populations aujourd'hui totalement appauvries, celui de relancer l'économie, de lutter contre la corruption et les antivaleurs, les autres antivaleurs, celui d'intéresser évidemment les investisseurs, les bailleurs de fonds étrangers pour leur donner l'envie de venir au Congo, celui de ramener la paix, la sécurité et surtout de redonner la dignité aux Congolais, dignité perdue aujourd'hui. Voilà les 3 axes du programme qui sera le mien, et je me battrai, bien entendu avec votre soutien, avec votre accompagnement, pour atteindre ces objectifs. J'ai toujours dit à notre base au pays
que l'année 2018 sera une année très importante pour l'UDPS. Quel que soit le scénario, qu'il y ait élection ou pas, ça va être une année très importante pour l'UDPS. Voilà pourquoi nous devons nous préparer. C'est pour ça, et je vous expliquerai peut-être dans les développements, que beaucoup de décisions seront prises, beaucoup de principes seront établis parce qu'il faut se préparer à assumer ce pouvoir. Le pouvoir arrive, il ne faut pas qu'il nous trouve distraits ou désemparés, il faut que nous nous préparions. À ce sujet, il y aura très bientôt un plan, un programme plutôt de gouvernement du parti pour donner à chacune et à chacun d'entre vous une idée de ce que sera le gouvernement UDPS. L'UDPS n'acceptera pas la compromission. L'UDPS n'acceptera pas la trahison. Nous sommes membres de ce parti. Nous avons maintenant plus de 36 ans d'opposition. Nous avons résisté à toutes les dictatures. 2 d'entre elles sont tombées face au combat de l'UDPS. Il en reste une et je vous garantis qu'elle tombera aussi. Et ce n'est pas pour, lorsque nous accéderons au pouvoir, faire la même chose que ce que nous avons combattu durant 36 ans. Nous sommes un parti de combat, un parti qui a un idéal, et cet idéal, c'était le rêve de ses pères fondateurs. Nous avons la mission de le réaliser, de l'atteindre. Donc voilà ce que je voulais dire au premier point en ce qui concerne l'UDPS. Ensuite, je parlais du processus électoral et c'est d'ailleurs l'un des objets principaux de ma tournée. J'ai beaucoup hésité avant de sortir parce que, comme vous pouvez vous l'imaginer, en ce moment, il y a beaucoup de choses qui se passent au pays et au parti, donc il fallait être là. Mais bon, j'ai pris le soin quand même de désigner, de nommer déjà le secrétaire général, qui est quelqu'un de compétent, de très courageux, qui a montré qu'il pouvait tenir la maison en une période très difficile, celle de la disparition de notre leader, et à qui je fais confiance, totalement confiance, pour tenir la maison en mon absence, ce qu'il fait très bien d'ailleurs. Donc je suis venu parce qu'il y a une urgence. Le processus électoral au Congo est en danger. Contrairement à ce que raconte le président de la commission électorale, M. Corneille Nangaa, il n'y a rien de sérieux qui se passe là-bas. D'abord par rapport à la machine à voter, dont vous avez entendu parler, mais qui pour nous est une véritable machine à tricher, nous avons vraiment des raisons d'être inquiets. Parce que d'abord, c'est une machine qui n'a jamais été prévue dans la loi électorale, ni dans le calendrier, mais qu'on essaye de nous imposer avec beaucoup d'énergie. Donc ça signifie que ça cache forcément quelque chose. Selon d'ailleurs ceux qui ont testé cette machine, elle est très difficile à manipuler et on arrive à l'utiliser, on arrive au bout du processus pour les profanes seulement après 2 minutes et demie. Si vous multipliez ça fois 40 millions d'électeurs, vous vous rendrez bien compte que ça va être compliqué d'avoir ce scrutin en une seule journée, alors qu'avec les bulletins, c'est beaucoup plus simple. L'autre raison pour laquelle nous nous inquiétons par rapport à cette machine, c'est évidemment la manipulation que l'on peut faire avec. À part la manipulation technique, mais il y a aussi la manipulation politique. Donc après l'avoir manipulé techniquement, on peut attribuer la victoire politique d'un individu que Joseph Kabila choisirait comme son successeur, comme son dauphin. Et là, celui-là sera chargé de continuer le programme, la stratégie qu'ils ont de se maintenir, de perpétuer leur règne à la tête du Congo. Là encore,
il compte sur cette machine pour qu'elle donne une fausse victoire. C'est soit au Dauphin, soit dans le contexte que nous craignons ou que nous avons l'impression de vivre ces jours-ci, soit ce sera au niveau de la députation. Donc aux élections législatives, tant nationales que provinciales, ils peuvent s'inventer aussi une majorité. Majorité suffisamment large qu'elle va demander évidemment de changer la Constitution. Parce que la Constitution, vous le savez, on peut la changer par deux façons, par voie référendaire ou par voie parlementaire. Et donc, si le Parlement a atteint un certain niveau, je crois que ça doit être les 2/3 si je me souviens bien, ils peuvent à ce moment-là changer la Constitution. Et quand vous entendez le débat qu'il y a actuellement sur le vote des Congolais de l'étranger, vous comprenez que le but de ce débat, en fait, c'est de décaler les élections présidentielles des 2 autres élections, qui pourtant ont été décidées par eux-mêmes, parce que j'étais aux discussions de la CENCO. À l'époque, ils ne voulaient pas qu'on scinde les séquences. Ils voulaient que toutes les 3 séquences, donc la présidentielle et les 2 législatives, nationales et provinciales, se déroulent le même jour. Mais là, maintenant, ils sont dans une stratégie pour essayer de les scinder, en retardant, en menant ce débat sur la nécessité du vote des Congolais à l'étranger, les Congolais de l'étranger. Ainsi, on va pouvoir scinder, parce que le temps d'enrôler ses compatriotes, ou de ne pas les enrôler, en prenant la décision de ne pas les enrôler, tout ça va faire que on va devoir tenir les législatives d'abord avant de passer au présidentiel. Et comme ça, s'ils se sont inventés cette majorité dans les assemblées provinciales, enfin surtout Sénat et Parlement, à ce moment-là, ils vont réussir à changer la Constitution et permettre à Joseph Kabila de revenir comme un nouveau candidat pour repartir de nouveau dans une course électorale. Donc il y a le problème de la machine qui est essentiel pour nous. Il n'est pas question que celle-ci passe. Nous devons absolument tout faire pour lui barrer la route. L'autre problème, l'autre retard dans ce processus électoral, c'est le fichier lui-même. Vous avez entendu parler du nettoyage du fichier, mais un nettoyage qui s'est fait à l'abri des regards. Après ce que nous savons des manœuvres de Corneille Nangaa, nous ne pouvons absolument pas lui faire confiance. Depuis lors, nous demandons un autre audit du même fichier, que nous n'avons toujours pas obtenu. Et les experts de la francophonie sont arrivés à Kinshasa, nous les avons rencontrés. Et ils sont arrivés, figurez-vous, au moment où, au niveau des 2 chambres, ils avaient adopté la loi sur la répartition des sièges. Donc ce qui veut dire que quelque part, l'audit du fichier ne sert à rien. Parce que les sièges sont déjà établis, répartis. Et même donc si demain on trouve des failles, par exemple au moins 25% d'erreurs dans ce fichier, ça n'aura aucun impact puisque la loi sur la répartition des sièges a déjà été votée. Donc voilà encore le danger que nous courons avec ce processus. Et dans les attributions que se sont répartis les membres du bureau de la CENI, celle de la gestion du fichier électoral revient au rapporteur. Et le poste de rapporteur de la CENI, c'est un poste qui revient à l'UDPS. Il y a malheureusement un rapporteur aujourd'hui qui vient aussi du groupe parlementaire de l'UDPS, mais qui est totalement en porte-à-faux avec ce que nous faisons. Il a totalement dévié, il a disjoncté, il n'est plus du tout en contact avec le parti. Et lorsque nous avons signé l'accord de la Saint-Sylvestre, il était convenu
que dans les 8 jours suivant cette signature, on pouvait, pour les partis qui le souhaitaient, changer de délégué. Et depuis, figurez-vous, le mois de janvier 2017, l'année passée, j'allais dire, que le secrétaire général Jean-Marc Kabound avait saisi la CENI d'abord et puis l'Assemblée nationale ensuite pour demander ce changement. Eh bien, ça fait plus d'1 an que nous n'avons toujours pas obtenu ce changement. Vous pouvez donc comprendre la vraie raison, c'est celle de garder cette opacité sur le processus et de disposer du fichier comme ils l'entendent. Et c'est le cas d'ailleurs, quand vous regardez, vous comparez par exemple les chiffres des électeurs enrôlés dans le Sankourou, par exemple, en 2011, lors des dernières élections de 2011, et les chiffres qu'il y a aujourd'hui, vous avez vraiment l'impression qu'ils n'ont passé leur temps qu'à faire des enfants et à les faire en grand nombre. Parce que ces électeurs sont passés de 100 à 300% d'augmentation. Donc c'est pour vraiment vous dire qu'ils ont été champions dans la fabrication d'enfants et que même ils les ont fait grandir très vite jusqu'à ce qu'ils atteignent même l'âge de la majorité en 7 ans. Donc ils sont vraiment forts au Sankourou. Je vois un ressortissant là. Tu nous donneras le secret, Emmanuel. Donc en fait, c'est arrivé comme ça dans plusieurs patelins. Il n'y a pas que le Sankourou, mais le Sankourou, ça saute tellement aux yeux que ça vaut la peine de le regarder. Donc, vous comprenez maintenant toute cette opacité qui est faite autour du problème du remplacement de notre délégué. Le serveur aussi est un problème parce que nous ne savons même pas où il est. Nous entendons parler souvent d'un franco-libanais qui serait quelque part au Congo, à Kinshasa, et qui serait à la base de tout. La prochaine fois, je vous donnerai même son nom, parce qu'on sait que c'est un bonhomme qui est là. Il était déjà là en 2006, depuis 2011. C'est lui qui tire toujours toutes ces ficelles dans l'ombre. C'est lui qui fabrique toujours ces fausses données. Je crois qu'il est temps, comme pour la machine à voter, que nous le dénoncions aussi. Alors, je reviens un peu sur la machine à voter pour dire qu'il y a même une mafia derrière. Je crois que c'est pour ça d'ailleurs qu'on l'impose. Parce que cette machine son prix revient à 400 $, tout frais compris. Mais selon les dires de Corneille Nangaa, la CENI l'achète à 1500 $. Donc posez-vous la question de savoir que deviennent ou dans quelle poche vont les 1100 $ de différence qu'il y a, et vous comprendrez pourquoi est-ce qu'on est en train de faire tant de bruit, tant de forcing pour garder la machine en branle. Et nous avons tellement fait du bruit de ce côté-là que les Coréens ont été gênés. L'ambassadeur de Corée du Sud n'a pas accepté de nous recevoir, sûrement parce que c'était embarrassant, mais il a quand même écrit aux autorités de son pays et il a dénoncé lui-même dans un communiqué cette machine. Et depuis lors aussi, dans son pays, l'équivalent de la CENI s'est érigé aussi contre l'utilisation de cette machine. Je crois que c'est pour cela que, selon certaines informations que nous sommes encore en train de vérifier, la licence a été transférée par cette société Mirou. Elle a transféré sa licence en Argentine pour continuer à fabriquer ces machines afin d'honorer le contrat signé avec la RD Congo, avec la CENI. Et ce sont des machines qui vont transiter par le Nigeria, je ne sais pas pourquoi, pour aller au Congo. Mais là encore, nous avons saisi il y a eu des amis de l'opposition qui ont pris contact avec des députés nigérians qui ont promis de dénoncer cela dès
dès qu'ils sont au courant, dès qu'ils le voient, qu'ils remarquent qu'il y a une telle manœuvre. Donc voilà, le processus est vraiment miné, mais ça ne nous décourage pas, parce que si ils ont, après avoir évidemment refusé d'organiser les élections en 2016, puis en 2017, et que maintenant ils en sont à être réduits à essayer de trouver des marges de manœuvre, ça veut dire que l'étau se resserre de plus en plus sur eux. Et que la solution peut être ce processus électoral plutôt, mais à condition évidemment d'en finir avec cette tricherie qui est programmée, à condition de démanteler tout ce système qui est derrière, et c'est à ça que nous travaillons. Donc voilà l'état de la situation. Bien entendu, je reste encore aussi à votre disposition pour ça. Ensuite, pour terminer et vous passer la parole, il y a le problème de la crise humanitaire qui frappe la République démocratique du Congo aujourd'hui, au cœur même de la République, au centre, au Kasaï. Je ne minimise pas toutes les autres crises, absolument pas, parce que dans l'Ituri aussi, il se déroule un drame. Mais là, nous n'avons pas encore d'indication d'ampleur par rapport à ce que nous savons du Kasaï, où là-bas, la famine a atteint les populations et les enfants sont atteints souffrent de malnutrition. Et ça a des conséquences sur la santé. Les populations qui ont dû faire face aux affres de la guerre, de la barbarie, vivent aujourd'hui totalement démunis, en brousse, hors d'atteinte par l'aide internationale, et comble de cruauté lorsque, il y a quelques semaines, la communauté internationale avait pris la résolution d'organiser une réunion, une conférence internationale pour que des bailleurs, des gens de bonne volonté puissent se réunir et rassembler les moyens d'aider la République démocratique du Congo. Eh bien, le gouvernement a tout simplement séché cette réunion en refusant et en menaçant même les ONG qui accepteraient de canaliser l'aide qui avait été rassemblée, les moyens qui avaient été réunis à cette conférence, les menaçant de sanctions. Donc, ce gouvernement d'incurie est un gouvernement qui veut la mort des Congolais, et ça, nous ne le laisserons pas faire. Aujourd'hui, à l'intérieur du pays, la crise humanitaire est tellement importante que nous nous posons même la question de savoir s'il y aura élections. Si dans ces conditions, on peut aller à des élections crédibles, apaisées. Voilà pourquoi nous sommes en train de sensibiliser le plus possible la communauté internationale pour qu'elle se bouge. Si en même temps elle fait pression pour qu'il y ait des élections, elle doit veiller à ce que ces élections se déroulent dans de bonnes conditions. Et d'ailleurs, la mission qui a été donnée, confiée cette fois-ci à la MONUSCO, c'est celle-là, celle de protéger la population. Donc, pour nous, nous allons vraiment en faire une priorité. Nous ne pouvons pas accepter qu'en Ituri, à Beni, à Butembo, dans le Kasaï, dans le sud du Katanga, des compatriotes soient en danger, soient en train de mourir, pendant que nous pensons à changer les choses à la tête du Congo par des élections. C'est insensé. Ça ne sera pas du tout rendre
respecter en tout cas ses compatriotes, leur rendre hommage que de faire une chose pareille. Il faut que les Congolais aillent ensemble vers ce scrutin et qu'ils changent les choses parce que c'est ça l'envie qu'ils ont aujourd'hui. Les Congolais veulent le changement, y compris même dans ce camp du pouvoir qui chante partout que Kabila Azala, qui Kozala, Ouyu, Azali, tout ça, toutes ces bêtises. C'est de l'hypocrisie tout ça. Ces gens veulent aussi le changement. Beaucoup d'entre eux nous contactent, beaucoup d'entre eux nous encouragent, beaucoup d'entre eux nous donnent même des informations de ce qui se passe à l'intérieur de leur rang. Donc, soyez rassurés, la dynamique du changement est là, elle existe. C'est à nous, simplement, de réussir à la canaliser pour qu'elle devienne réelle et qu'elle apporte effectivement ce changement que nous attendons. Voilà en quelques mots ce que j'avais à vous dire au sujet de mon intervention d'hier, pour ceux qui n'y étaient pas. Je me remets maintenant à vous pour d'éventuelles questions. Je crois que c'est comme ça que ça va se passer, messieurs les organisateurs. Donc, vous avez la parole. Je ne sais pas, l'ordre vous sera donné par notre ami, c'est le représentant ou qui en parle? C'est pas le secrétaire national. Bon, vous alors, ce sera le secrétaire national. Voilà, nous sommes... je vous remercie, donc je suis à votre disposition pour...